attention s'il vous plaît. Donc nous allons maintenant assister à une petite conférence de Mathias Meyer. Oui, bravo. Sur un roman de Marc Lévy intitulé La première nuit. Donc Mathias Meyer, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on fait les présentations après que vous ayez fait votre petite conférence ou Non, je vous laisse seulement m'introduire. D'accord. Alors Mathias Meyer est né il y a 23 ans. Il joue dans un groupe très bien, qui s'appelle Champ-Max. Aussi, il y a un autre petit groupe Algebra, mais c'est beaucoup moins bien. Et donc, pour ceux qui ont des questions, parce que j'ai appris qu'il y avait des gens qui avaient des questions, donc si c'est en rapport direct avec ce que M. Meyer est en train de dire, il n'y a pas de problème, vous levez juste la main et j'interromprai M. Meyer. Par contre, pour les questions d'un ordre plus général, je vous demanderai d'attendre la fin de la conférence, ce sera beaucoup plus facile pour moi de gérer tout ça. Alors, je laisse la parole à M. Mathias Meyer. Je tiens d'abord à remercier Anaïs pour cette super introduction. Si nous sommes réunis ce soir, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, la découverte de ce merveilleux roman. Deuxièmement, on fête plusieurs anniversaires ce soir, dont le mien, mais surtout celui de Marc Spaltenstein qui co-organise l'événement avec moi, qui est ici et là. Il est là. Bravo. Ainsi que celui de Stéphane qui est là, qui doit lancer son retour d'anniversaire. Alors, Marc Lévy. Alors, réviser Algebra, ça serait cool. Bon, vous connaissez sûrement Marc Lévy, je ne vais pas vous faire toute la biographie. Hein. Il est né le 16 octobre 1961 à Boulogne-Billancourt. On reviendra sur cette super commune parisienne dans la région de Seine, Haute-Seine. Sa sœur est dans le théâtre, donc on a affaire à une famille de littéraires, de comédiens, elle connaît bien. Ok, très bien. Donc si jamais, on va revenir sur Boulogne-Billancourt, parce que en lisant évidemment ce super livre, je me suis rendu compte que l'origine de l'auteur n'était pas inaperçue, passait pas inaperçue dans le... C'est si jamais la même commune que Booba, donc on voit des... Je me suis renseigné, hein. Voilà. Donc Marc Lévy, j'ai dit, est né en 61, à 18 ans il s'engage à la Croix-Rouge, donc un homme de cœur, un homme d'engagement. Secouriste pendant 10 ans. Après il a fait des études de gestion et d'informatique, il a touché à tous les niveaux. Il a fait l'Uni à Paris. Il a créé Logitech, mais pas le Logitech que vous connaissez avec CH à la fin, mais Logitech avec un C, ça n'a pas marché. Il s'est lancé dans l'écriture, ça a très bien marché. On le remercie. Donc du coup, ça n'a pas marché, il a écrit un livre, si c'était vrai, que je vous encourage à lire, c'est un chef-d'œuvre. Ça a été un énorme succès, et depuis, il écrit un livre par année. Je ne les ai pas tous lus, j'ai lu que son 10e livre qu'il a écrit en 2009, qui est la suite de Le Premier Jour. Évidemment, après la première nuit, c'est vraiment très philosophique. Merci une fois de plus. Je me suis quand même demandé si un livre par année c'était trop. Merci. Attendez, on a un petit problème technique, M. Meyer. Logitech, ouais. Est-ce que vous pourriez par hasard toucher le bouton sur le micro parce que des fois ça arrive? Non. La cassette peut-être? La cassette. Ah, la cassette. On n'entend rien là. C'est bon là. Je sais pas, il fait Je suis chier. désolée pour ce petit... Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on m'entend quand même? Non. Non. Mais je sais, mais les Bah fallait pas tout boire, c'est peut-être M. Meyer qui a fait très bien. Bah oui, c'est grave. Oh, trop mignon les beaux. Bon, est-ce qu'on continue même son micro? On va continuer pendant que nos ingénieurs de Logitech essayent de réparer la situation. Ah merde. D'accord, alors, après avoir introduit l'auteur excellent que Marc Lévy, je vais faire un petit résumé du livre parce que je suppose que vous ne l'avez pas tous lu comme c'était conseillé sur l'événement. Est-ce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas lu? D'accord. C'est que la nuit plutôt. Ouais, c'est pas grave. Alors, je vais faire un petit résumé. Alors,
La première nuit est un fabuleux roman qui parle de Kera et Adrien. Kera est une archéologue qui part dans de folles aventures à la recherche de l'origine du monde et des premiers hommes. Et elle a affaire sur sa route à Adrien, qui est un astrophysicien complètement dans la lune, super romantique. Alors, les deux s'embarquent pour une folle aventure à propos de petits objets comme ça. Ils se rendent compte que s'ils les mettent ensemble, ça crée des espèces de phénomènes comme ça, et ça projette sur l'arrière-plan la Voie lactée avec les étoiles. Donc ils ont pour but de savoir l'origine un peu du monde et l'origine des premiers hommes sur Terre. Alors après de moult péripéties, ils vont en Russie, ils vont en Chine, ils vont partout. Ils arrivent à récupérer tous ces... Ils vont pas aux États-Unis, mais ils vont partout. Ils arrivent à récupérer les quatre petits morceaux qui donnent la... C'est un peu comme vous Assassin's. Voilà. Je connais pas ça. Non, mais ferme-la, quelque part. Donc, ça donne une épopée formidable. Mais ce que vous savez pas, c'est que ils sont à la poursuite de personnes du gouvernement et des hautes instances politiques du monde pour les empêcher d'arriver à bout de cette découverte. Parce que, selon eux, cette découverte serait fatale pour l'humanité. Je vous le donne en mille, ils découvrent que Dieu n'existe pas à la fin du roman. Non, je vais vous lire des passages après, c'est ça. Et alors, le gouvernement, Sir Ashton et toute la haute sphère politique essayent de les empêcher de montrer à tout le monde que Dieu n'existe pas, parce que, évidemment, on a trop besoin de savoir que Dieu existe pour vivre, et ce serait une catastrophe terrible. Alors, ils sont dans tout leur périple empêchés par cette association. Est-ce qu'il y a des questions sur le résumé, l'intrigue, le complot? Est-ce que ce rapport tumultueux avec le gouvernement peut se rattacher à l'enfance tumultueuse de l'auteur, grand auteur Marc Lévy? Tout à fait. Et Billancourt. Je vais en venir dans l'analyse. Évidemment, Marc Lévy n'est pas un auteur de pacotille. Il y a une critique radicale de la société. D'accord. Et après, est-ce que tu baises? Non. Non, il y a des... Je glisse sur pour aborder un des thèmes qui est très présent dans l'œuvre de Marc Lévy, c'est l'amour. Évidemment, vous vous en êtes douté, astrophysicien, archéologue, sa copine, c'est pas joli. Alors, quoique en fait c'est joli, mais comme c'est Marc Lévy, c'est très romancé. Donc ça m'amène à l'analyse. Il y a plusieurs thèmes que Marc Lévy développe dans son livre. Premièrement, la géographie, donc l'amour, la mort, Dieu, la société, l'argent, l'économie aussi, tout le milieu académique. À un moment, les deux héros sont emprisonnés, donc une critique du milieu carcéral. Je me suis demandé si Marc Lévy était un punk anarchiste anticonformiste, on en reviendra après. La réponse est non. Une critique des médias aussi. Donc je vais venir un petit peu sur ces différents thèmes qu'il aborde avec une sensibilité folle. Juste vous proposiez de parler un peu du résumé, de pouvoir poser quelques questions avant que vous passiez à l'analyse que vous n'avez pas tellement respectée, mais c'est cool. Moi je l'ai lu 6 fois je crois, il y a 2 ans du coup j'ai oublié 2-3 trucs, et vous présentez la chose entre une histoire potentielle d'amour entre Adrian et Keira, mais justement vous expliquez pas tellement d'où elle sort. Il me semble qu'il y a quand même un rapport de vie et de mort. Vous parlez de milieu carcéral. Comment ils se sont rencontrés? Il me semble qu'elle-même, qui était bloquée dans une certaine région du monde pour diverses raisons, a quand même été libérée par celui-ci. Voilà, elle était en train de faire des fouilles dans la vallée de l'Omo en Afrique, en Éthiopie. De l'OMO. Donc sur son chemin, durant ses fouilles, elle a rencontré Adrien qui faisait des recherches un peu similaires. Et après, justement, ils ont été pris dans un piège par cette société qui essayait de les empêcher d'arriver à bout de leur découverte. Ils ont failli mourir, ils ont été attaqués, ils sont tombés dans une falaise. Lui a réussi à s'échapper.
Par contre, elle est morte, et il a cru qu'elle était morte, mais finalement il apprend qu'elle n'est pas morte et il part à sa recherche. Et qu'elle est en prison. Elle est en prison en Chine. Excusez-moi, ça part pas tout d'une histoire de tempête, on ne fait pas des romans. Alors, non. Ouais. Bon, il faut savoir que c'est la suite, comme j'ai dit avant, pour ceux qui n'ont pas écouté, des premiers jours. Je n'ai pas lu le premier jour, j'ai lu juste la première nuit, mais non, la tempête, c'est une vieille script, Ok, alors on va passer au thème. Donc premièrement, juste une petite analyse de style évidemment. Donc Marc Lévy, c'est pas très abordable comme littérature. Vous vous en doutez, c'est un pavé, c'est écrit tout petit. On comprend pas qui est le narrateur, c'est surtout pas Adrien le héros d'histoire évidemment, c'est plus étoffé. Donc il y a des chapitres qui sont complètement loufoques, c'est pas du tout conventionnel, vous vous en doutez, des figures de style, voilà. Niveau géographie, il prend du temps à décrire tous les endroits du monde dans lesquels les héros passent. Donc il nous montre qu'il a voyagé, je pense, c'est ça qu'il essaye de dire. Niveau amour, je sais pas s'il vit l'amour comme dans ses romans, je l'espère pas, mais c'est naze. On va lire des passages après, vous allez voir, c'est vraiment naze. La mort aussi, le rapport à la mort est très recherché, très approfondi. Et il parle beaucoup d'amitié, alors ça j'ai pu lire sur les forums, oui, Marc Lévy parle beaucoup d'amitié, il va rechercher aussi les rapports à l'enfance, on est tous les anciens enfants qu'on était avant, blablabla. Vous allez voir, c'est très poussé aussi, j'espère que si ces amitiés se développent comme elles se développent dans ses livres, le gars n'a pas d'amis, c'est évident. Et puis, je pense que le plus simple, c'est de passer directement aux analyses de passage, vous allez vous rendre compte à quel point c'est bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez parlé du rapport qu'ils étaient en Éthiopie là. Il faut savoir qu'il y a une grosse retombée du livre en Éthiopie. Que pouvez-vous nous dire à propos de cette retombée là, s'il vous plaît? Je dirais, il faut savoir qu'en Éthiopie, alors le livre de Marc Lévy a été traduit en 41 langues, ça c'est sûr. Oui, il a été traduit en bantou, ouais, il a été traduit, oui. Il a été amené aussi, ils ont pris les pirogues, ils ont amené les livres de Marc Lévy en Éthiopie. Par contre, le taux d'alphabétisation en Éthiopie n'est pas assez élevé. Ils ont dû engager des conteurs. Ils ont pris des conteurs qui contaient l'histoire de Marc Lévy aux gens. Et alors c'est une tradition plutôt orale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je me suis mis à votre niveau de langage, on verra qu'il y a aussi Marc Lévy, roman anthropologique, on peut dire. Évidemment, il y a du racisme, vous allez voir. Je vous propose de passer à quelques lectures de passage. Donc, je vous disais que Marc Lévy, c'était une lecture engagée. Donc, il écrit « De nos jours, la presse écrite n'a plus le temps de vérifier ces informations. La rigueur éditoriale d'antan se consume sur l'autel des titres à gros tirage. On ne peut pas les blâmer, la concurrence est rude à l'heure d'Internet. » Critique des médias conséquente, je me suis demandé si Marc Lévy était un punk. Non, finalement pas. Enfin, vous voyez qu'il pousse quand même le lecteur à réfléchir un petit peu sur la situation. Donc, autre passage. Donc, un passage sur l'amour. Keira et Adrien enfermés dans une prison, séparés par des barreaux. Bonjour dans un réfectoire où on n'a pas le droit de parler, en Chine. Tu n'étais plus qu'à quelques mètres, tu avais une mine de papier. Tu pleurais, moi aussi. Nous nous approchâmes de la grille si fort de cet instant, tant attendu qu'aucun de nous ne se souciait du bâton qui guettait. Donc en Chine, voilà. Nos mains se joignaient à travers les barreaux, nos doigts enlacés. Je collais mon visage à la grille et ta bouche se posa sur la mienne. Je t'ai dit je t'aime dans la cantine d'une prison chinoise. Tu as murmuré que tu m'aimais aussi. Et puis tu m'as demandé ce que je faisais là, je venais te libérer. Wow. Yes! Elle est partie, elle lui dit, depuis l'intérieur de la prison, m'as-tu répondu? Et le mec, sous l'empire de l'émotion, je n'avais pas réfléchi à ce détail.
Donc un Marseillais qui essaye d'éduquer ses lecteurs. Donc ça pousse à réfléchir, c'est vraiment éduquant. Je n'ai pas eu le temps d'y penser. Un coup derrière la cuisse me fit quiller les genoux. Un second sur les reins me plaqua au sol. On te mena de force, tu hurlais mon nom. On me mena, je hurlais le tien. Donc voilà l'amour tout à fait passionnel qui se passe entre ces deux héros. C'est super. Donc un autre passage, pour un petit peu illustrer les thèmes que je vous ai parlé avant. Ah oui, ça c'est beau ça. Alors ils sont en Russie, ils prennent un taxi, et ils voulaient parler dans le taxi de trucs un peu secrets. Alors, le héros dit, j'avais testé son niveau d'anglais, donc au taximan, en lui disant avec un grand sourire que sa voiture sentait très fort la chèvre, qu'il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à mon arrière-grand-mère, et enfin qu'avec des mains comme les siennes, se mettre les doigts dans le nez ne devait pas être une mince affaire. Humour, on rigole en disant Martelly, évidemment. Comme il m'avait répondu 3 fois « Da », j'en conclus que je pouvais parler à Kera en toute tranquillité. Donc, le gars est brillant. j'ai testé son niveau d'anglais, il parle en anglais, et après, je pouvais parler à Kera en toute tranquillité, et il lui parle en français, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sous-entendu, si les Russes ne savent pas parler l'anglais, ils savent évidemment pas parler le français, je ne dirais plus. Merci Martin. Super. Autre passage. Passage sur la mort. Alors, évidemment, on part de voyage, on part de Russie. Je vous dis Saint-Pétersbourg, Vladivostok, vous me répondez. Le Transsibérien, très bien. Donc ils comprennent. Hein. Sauf que dans ce Transsibérien, les politiciens essayent de les tuer, donc ils engagent des mecs qui arrivent dans leur chambre, dans la cabine du train. Ils tirent sur leur couchette, sauf que, évidemment, eux avaient prévu le coup, ils s'étaient cachés, ils avaient rempli leur couchette de duvet pour faire croire qu'ils étaient là. Ils retournent dans la chambre, on s'était introduit dans notre cabine pour nous tirer dessus, Kera s'agenouilla devant sa couchette et passa son doigt à travers la déchirure du drap. C'est terrifiant, murmura-t-elle. On essaye de les tuer, on essaye de retirer dessus, c'est terrifiant. Et il répond, en effet, j'ai bien peur que la laiterie soit foutue. Sens aigu de la mort et de... Ouais. Si les expériences qu'avec Martelly sont de ce niveau-là, on se demande un petit peu ce qu'il a vécu. Ok. Évidemment, je vous parlais d'amour, qui dit amour dit sexe. Donc là, c'est un passage où ils sont au restaurant, ils se font un petit peu des chatouilles sous la table. Elle lui dit, oui, vraiment, maintenant, je n'ai rien contre le fait que tu approfondisses tes fouilles, parce que lui essayait de chercher dans ses poches sous la table. Voilà. Mais alors, retournons dans la cabine, je ne me le fis pas répéter. Au petit matin, j'avais inspecté très minutieusement le corps de Kera. Je n'ai jamais trouvé la moindre anti-sèche sur elle. Voilà comment il expédie les passages auxquels on aurait pu s'attendre à un non, Martelly reste dans la morale, la pudeur. Ce serait pas permis d'écrire un truc un petit peu plus osé, je pense. Alors, autre passage. Très bien, j'ai marqué le mien dans mes notes. Ça commence par mon père me manque aussi, évidemment. Alors, dans mon enfance, nous étions à Hydra, ma mère et moi avions un rituel avant l'heure du coucher. Ah, mais avant ça, elle lui demande d'abord. Tu ne m'as jamais rien dit sur ton enfance, Adrien, donc on parle de l'enfance. Parce que je suis aussi pudique que ton père et je n'aime pas beaucoup parler de moi. Il faudra que tu fasses un effort, me dit Kera, si nous devons faire un bout de chemin ensemble. C'est beau, hein. Alors, dans mon enfance, lorsque nous étions à Hydra, ma mère et moi avions un rituel avant l'heure du coucher. Nous nous installions côte à côte à la fenêtre, comme nous deux en ce moment, et regardions le ciel ensemble. Maman inventait des noms aux étoiles. Un soir, je lui ai demandé comment le monde était né, pourquoi le jour se levait chaque matin si la nuit viendrait toujours. Maman m'a regardé et m'a dit, il y a autant de mondes différents qu'il y a de villes dans l'univers. Mon monde à moi a commencé le jour où tu es né, au moment où je t'ai tenu dans mes bras. Depuis l'enfance, je rêve de savoir où commence l'aube. Kera se retourna vers moi et posa ses bras autour de mon cou. Tu seras un papa merveilleux. Ah, bravo! Bravo! C'est évidemment apparenté. Au thème de la parenté, Martelly est marié, il a des enfants. C'est un papa merveilleux.
Peut-être un dernier passage sur Dieu et le monde en crise. Donc à la fin, ils se font choper finalement par le gouvernement. Et ils leur disent « Pardonnez-moi, madame, mais les hommes n'ont cessé de s'entretuer au nom de Dieu. » Donc ça, c'est Kéra qui dit. Leur apporter la preuve qu'il n'existe pas les libérerait une fois pour toutes de la haine de l'autre. Regardez combien d'entre nous les guerres de religion ont fait mourir, combien de victimes elles provoquent encore chaque année, combien de dictatures reposent sur un socle religieux. Kéra est intelligente. L'homme n'a pas eu besoin de croire en Dieu pour s'entretuer, rétorqua Isabelle, donc le gouvernement, mais pour survivre, pour faire ce que la nature lui commande et assurer la continuité de son espèce. Les animaux le font sans croire en Dieu, rétorqua Kéra. Mais l'homme est le seul être vivant sur cette terre à avoir conscience de sa propre mort, mademoiselle, il est le seul à la redouter. Savez-vous à quoi remontent les premiers signes de religiosité, blablabla. Donc, en gros, si on apprenait à la population, donc à tout le monde, le livre est traduit en 41 langues, donc ça veut dire qu'évidemment tout le monde croit en Dieu, toutes les religions sont judéo-chrétiennes, et toutes les régions du monde sont judéo-chrétiennes, selon cet auteur, soit. Si on leur apprend que Dieu n'existait pas, eh ben, ils n'auraient pas d'espoir, ils ne pourraient plus s'en sortir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un autre auteur a dit, il y a bien longtemps que Dieu était mort, il n'a rien inventé, quoi. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur les thèmes abordés dans le livre? Je n'ai toujours pas compris le passage du sexe. A-t-il fait un goulon-goulon ou il n'a pas fait un goulon-goulon? Oui, c'est une éclipse, hein, c'est une figure du style pour dire il a fait un golem. Ah, c'est une figure de style, d'accord. Et il a fait, moi j'aurais voulu, je disais comme ça, j'entendais les détails, je te disais, il touche sous la table et en fait il a pas d'aiguille. C'est dommage. Hein. Très cher, s'il vous plaît. Oui. Collègue, je vous en prie, excusez-moi. J'aurais une question plus une proposition. Donc, les apports que vous avez analysés, au final, c'est plus des analyses, si je peux me permettre d'utiliser ce genre de terme, évidemment, qui seraient anthropologiques, parce qu'on analyse vraiment le genre. Au final, on dit que c'est le père merveilleux. On analyse la racialité, si je peux me permettre, avec le fait. Donc, est-ce pas une critique de l'ethnocentrisme au final? Est-ce que nous ne devons pas voir ce livre comme ça ou bien? Non, plutôt. Je crois plutôt que c'est un éloge de l'ethnocentrisme et que Marc Lévy ne connaît pas ce mot. Du coup, il en abonde, justement, à traiter toutes les autres civilisations qui croisent sur leur chemin et croient qu'ils se comportent comme des occidentaux européens. Marc Lévy nous montre bien qu'il n'a pas conscience de cette notion d'ethnocentrisme, c'est sûr. Je vous remercie. D'ailleurs, donc je vais parler un petit peu de la réception. C'est marqué à l'arrière du livre que donc il est traduit en 41 langues, ça se vend à 19 millions d'exemplaires à travers le monde. Pour apprendre quoi au final? Que Dieu n'existe pas. Est-ce qu'avant d'écrire son scénario, il est au courant qu'il prend les gens pour des cons? Bon, justement, au-delà de l'analyse académique et formelle qui était magnifique, hein, pourquoi ça se vend? Pourquoi on trouve ça partout dans les caisses? Pourquoi les gens lisent cette bouse selon vous? Pardon. Parce que ça se lit très facilement, il arrive à mêler intrigue, amour, il y a du suspense, il y a quand même pas mal de... Non mais sérieux, à part ça. Non mais à part ça, Ok. Je pense que... Aussi parce qu'il a un bon agent, il a de la bonne com, et puis il y a Musso qui fait un peu de la concurrence. Ouais. C'est bon. Puis que ça se lit vraiment comme... C'est comme regarder un popcorn movie, ça se lit vraiment hyper facilement, ça ne te fait pas réfléchir. Quand les gens ils lisent, il n'y a que de l'action, il se passe que des trucs, il y a des dialogues, il n'y a pas de description. C'est écrit hyper beau, il y a plein d'espace, il y a de la tu peux ouvrir les juste pour voir. Vraiment, les personnages, c'est des caricatures totales de... Ouais, c'est vraiment des méga caricatures. Donc tu dis les gens ils liraient ça pour se dire ah cool j'ai lu un bouquin puis en fait ça m'a pas pris de temps puis c'était pas trop cher. Pour se dire ah j'ai envie de penser à Mais rien. là chier ta question, vas-y. Non mais je demande pour de vrai, ça m'intéresse. Non mais les gens qui lisent Marc Lévy, ils disent que Marc Lévy et Musso, c'est vite vu, c'est les mêmes, toujours. Ou bien Brown, là. Comment il s'appelle? Emmett Brown. Dan Brown. Ouais, mais aussi. Ou alors David Fucknis, qui a fait la 2004, c'est le même genre de littérature plate, chiante.
encore. Monsieur Maillard, moi j'ai une. Monsieur Il y a une question. Oui, alors si, oui, ils sont à la recherche d'Adam et Ève. Ouais, non, Donc, c'est important. comme si tout le monde croyait au mythe d'Adam et Ève partout autour du globe. Donc, Voilà. anthropocentrisme à boulet. Sur le mousse, je vous écoute. Moi j'ai deux questions, donc c'est très bien que tu évoques Adam et Ève, parce que je me demandais dans quelle mesure on ne peut pas comparer la relation entre Kaira et Adriane à la relation d'Adam et Ève. Je te pose ma première question, après je te pose la deuxième. Vous tutoyez comme ça. Ah oui, excusez-moi, non, on est confrères en fait, on a beaucoup travaillé ensemble. Disons que Kairan et Adrien sont forcés par les forces de l'aventure et des choses à vivre ensemble, à aller de l'avant, etc. et à aller à la recherche du début de l'humanité, à faire des recherches comme ça, alors que Adam et Ève, c'est plutôt le contraire. Évidemment, par la force des choses, ils sont forcés à se rencontrer, mais plutôt dans le but de créer quelque chose et de voir vers l'avant et de rechercher vers l'avant, alors que le travail de nos deux héros, c'est plutôt un travail sur le passé, sur l'origine du monde. D'accord, je vous remercie pour votre réponse. Et deuxième question, vous avez dit que vous allez aborder justement son origine de Boulogne, tout comme Tout à fait. Vous l'avez souligné avec beaucoup de justesse. Malheureusement, j'ai pas pris mes notes avec moi, mais je voulais juste vous soumettre une citation de Poupa et voir quel parallèle vous pourriez faire avec Marc Lévy. Donc je la cite de tête, c'est j'ai des gros bras, la chatte à Popeye, je te crache dessus, tu mets ensuite une bouteille. Si vous pourriez faire un parallèle avec Marc Lévy. Bon, on rappelle vraiment qu'Adrien a un chat et que Kairan n'est pas les chats. Reste un peu sur ma faim. Non, mais je crois que si tu comprends pas, bah, tu peux rigoler. Je sais pas. Non, mais alors pour reparler, justement, je me suis dit, on a vu qu'il y a une critique complète de la presse. Je parlais d'amour, dans le livre, il y a une relation d'amour entre un jeune, un membre d'académie qui a peut-être 30, 40 ans, avec une personne âgée de 60, 70 ans. Je me suis dit, tiens, amour libre, amour non conforme, pas obligé de se marier, tiens, est-ce que Marc Lévy serait un petit peu dans le milieu alternatif comme ça. Mais alors, je me suis renseigné sur sa commune d'origine. Donc c'est un pôle économique majeur, c'est la deuxième place financière de France après Paris. C'est la population la plus aisée de Paris. Ça vote UMP tout le temps, évidemment. Il y a des grandes entreprises, du luxe partout. Le revenu fiscal est environ 3 fois plus grand que le revenu fiscal moyen pour la Suisse. C'est là pour la Suisse, pour la France. C'est là-bas qu'il y a le château des Rothschild. Il y a Booba qui, on le sait, très tourné vers la thune, c'est pas un rappeur engagé, disons. Il y a Ségolène, il y a Copé, bon ben voilà. Donc on comprend finalement que la critique de la société de Marc Lévy n'est pas vraiment une critique radicale, c'est pas ça le point central du livre, c'est plutôt l'aventure et l'amour. Voilà. Merci beaucoup. Donc pour en revenir juste, et peut-être pour terminer là-dessus, donc le livre, c'est un auteur qui se vend le plus au monde, 27 millions d'exemplaires, donc quelques éléments que je l'ai dit. Je crois qu'il n'y a rien de plus significatif que ça dans l'expression de l'expansion et l'imposition même de la culture et des valeurs morales occidentales. S'il est traduit en 41 langues, ça veut dire qu'il est lu partout. Et c'est un ramassis de morale de merde chrétienne occidentale qu'il impose à tout le monde. On le remercie, peut-être qu'on plante, il faut arrêter d'avoir plusieurs femmes, il faut faire des mariages légaux, il faut se développer un peu. Ils ont compris maintenant, grâce à Marc Lévy. On a compris. Je vous chatte de transmettre le message. Je vais transmettre au ministre de la Culture, à l'individu qui est chargé de la culture, je vais lui transmettre. Bien sûr. Donc ça fait, j'ai fait un petit calcul, donc 1 million de feuilles, il faut 77 arbres pour les faire. Donc les livres de Marc Lévy font environ 300 pages en moyenne. Ça fait 27 millions fois 300 pages, 8 milliards de pages. Ça fait environ 623 700 arbres
sans compter l'énergie et les autres matériaux pour faire les livres de Marc Lévy. Alors merci. Donc, j'ai envie de dire, et je vais finir par une phrase de mon groupe préféré, Rich people are killing the planet. C'est tout à fait vrai, mais je rajouterais même que les riches imbéciles, comme Marc Lévy, sont en train de tuer la planète. Merci beaucoup. Bravo.